Florence Guillaume, bonjour. Bonjour Delphine. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler personnalité juridique des algorithmes, enjeux de la prise de décision automatisée et d'intelligence artificielle, et je pense de plein d'autres choses. Mais avant de ça, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Alors volontiers, merci beaucoup pour l'invitation d'abord, ça me fait plaisir d'être là. Donc moi je suis professeure à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, où j'enseigne le droit international privé et puis depuis quelques années aussi le numérique, le droit du numérique. Dans le domaine du numérique, mes spécialisations c'est d'une part la blockchain et d'autre part l'intelligence artificielle, et sur des angles plutôt rattachés au droit privé. Donc par exemple, comme vous l'avez dit, notamment la personnalité juridique des algorithmes, c'est une question qui m'intéresse et c'est plutôt dans ce cadre-là que je fais de la recherche. Et je suis dans cette université depuis 2006, j'ai été nommée en 2006, avant j'étais avocate, je pratiquais comme avocate. Et j'ai fondé en 2020 le LexTech Institute, qui est un institut qui vise à réunir les chercheurs de notre université dans le domaine du numérique pour faire de la recherche pluridisciplinaire. L'idée, c'est de favoriser la recherche pluridisciplinaire et aussi de lancer des formations dans le domaine du numérique avec des aspects aussi pluridisciplinaires et de faire aussi des contacts avec l'environnement qui nous entoure, donc l'industrie et les entrepreneurs de la région de l'Université de Neuchâtel pour avoir des contacts pour enrichir notre recherche et puis apporter ce qu'on peut apporter à l'écosystème. Alors justement, ce LexTech Institute, je trouve cette initiative ultra intéressante. Est-ce que vous auriez un exemple de projet que vous menez au sein du LexTech Institute? Alors, il y a plusieurs projets. C'est des projets qui sont pluridisciplinaires. Et un des projets que moi je mène, et peut-être c'est celui-là dont je pourrais parler, c'est un projet dans le domaine de la blockchain qui vise à examiner le statut juridique des DAO. Les DAO, c'est des Decentralized Autonomous Organizations, donc des organisations décentralisées autonomes, qui sont donc des organisations créées sur la blockchain avec des smart contracts. L'idée, c'est de pouvoir réunir des communautés de personnes dans ces organisations et finalement d'utiliser ces formes d'organisation nouvelles qui sont entièrement numériques comme des sociétés. Et ces organisations visent justement à développer des projets communs entre les différents membres. Elles sont internationales, puisqu'il y a des membres qui sont dans tous les pays du monde potentiellement. L'acquisition de la qualité de membre se fait par l'acquisition de tokens, donc entre guillemets d'actions générées par la société, mais ce sont des tokens donc numériques. Et ces entités sont totalement nouvelles, inconnues du droit, entièrement composées d'algorithmes. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles ont une réalité dans notre monde physique? Est-ce qu'on pourrait les appréhender d'une certaine manière par le droit et comment les appréhender par le droit? Alors pour faire ces recherches, et moi je m'intéresse surtout à l'aspect juridique bien sûr, eh bien il faut une collaboration avec les informaticiens qui peuvent nous expliquer en quoi consistent ces smart contracts. Et puis la collaboration va dans l'autre sens aussi, puisque nous on peut expliquer quelles sont les règles de droit qui existent et comment elles pourraient s'appliquer à ces nouvelles entités. Voilà, c'est un exemple de projet interdisciplinaire qu'on a et qui m'occupe depuis un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette collaboration dans le temps aussi avec le droit et puis les entreprises qu'elles ont envie de faire, est-ce qu'on a réduit ce temps d'adaptation des lois en fonction des technologies? Honnêtement, non, je ne pense pas, dans le sens que ça prend du temps d'adopter une loi. C'est un exemple par rapport à celui que je vous ai donné sur les DAO. Moi, je m'intéresse à ça depuis 2016. Il n'est pas encore du tout question d'adopter une loi en Suisse sur cette question. Ça prend énormément de temps. Le droit doit se façonner petit à petit pour qu'on soit sûr que ça fasse du sens d'adopter des règles de droit qui sont contraignantes, malgré tout. Et donc, ça va prendre du temps. Et ce n'est pas toujours souhaitable. Quelquefois, ça l'est, quelquefois, ça ne l'est pas. Sur ce sujet précis, des États américains, 4 États américains aujourd'hui ont adopté des lois spécifiques, mais c'est pratiquement les seuls États au monde qui ont adopté des lois dans ce domaine. Il y a quelques autres États, mais pas grand-chose. Et ça montre que même si on est face au développement d'une réelle économie sur la blockchain, avec des nouveaux types d'entités qui existent, eh bien, les lois ne sont pas encore prêtes à appréhender ça, en tout cas pas avec des règles spécifiques.
Mais on peut toujours appliquer des règles par analogie qui existent déjà. Et dans le domaine dont vous pratiquez, donc le droit, est-ce que les personnes s'intéressent au numérique? Est-ce qu'elles ont une formation additionnelle à ça? Est-ce que c'est un intérêt, est-ce qu'il y a un intérêt au numérique dans votre domaine? Ah, c'est une très bonne question. Je dirais jusqu'à finalement 1 année et demie en arrière, non. Il y a quelques personnes qui s'y intéressaient, notamment au niveau universitaire, bien sûr, il y avait quelques personnes qui s'y intéressaient, mais relativement peu. Et depuis l'apparition de ChatGPT, comme dans tous les autres domaines de la société, tout le monde s'y intéresse, parle que de ça, et intègre des éléments du numérique dans ses recherches, dans ses enseignements, etc. Donc c'est vraiment, je pense que l'apparition de ces LLM a vraiment totalement révolutionné notre manière de voir les choses, et maintenant c'est devenu incontournable. Et ça se retrouve dans tous les projets de recherche, et je pense aussi dans tous les enseignements de mes collègues, et certainement aussi dans la pratique, par exemple, des avocats. On ne peut plus faire sans ces instruments aujourd'hui. Donc voilà, le monde juridique est touché comme tous les autres domaines, certainement. On ne peut plus ignorer. On ne peut plus ignorer, on va dire ça, ouais. Et tant mieux. Alors il y a aussi, on observe une opposition assez marquée, une opposition réglementaire de l'intelligence artificielle entre les États-Unis et l'Europe. Pourquoi, finalement, il y a une si grande divergence sur la réglementation? Oui, alors c'est des approches totalement différentes qui sont historiques, j'ai envie de dire. L'Europe, depuis le début, a voulu réglementer très rapidement et a mis en cadre un cadre réglementaire justement pour l'ensemble des pays européens. Et ce besoin de réglementation s'est retrouvé aussi, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et vous savez que ce règlement sur l'intelligence artificielle a été adopté, va entrer en vigueur, probablement d'ici à 2 ans, 2026, quelque chose comme ça. Et c'est un grand cadre réglementaire qui est le premier cadre réglementaire vraiment d'une telle ampleur qui a été adopté au niveau mondial. L'objectif de l'Europe en réglementant, c'est de dire je définis un cadre réglementaire de manière à promouvoir l'innovation. Donc si j'ai un bon cadre réglementaire, les entreprises sauront quelles sont les règles applicables et donc ça va les encourager à innover et à développer des produits de façon plus sûre. L'optique des États-Unis, elle est différente. C'est une optique qui laisse beaucoup de liberté aux entreprises, qui encourage les entreprises à développer elles-mêmes leurs propres règles. Donc c'est un système plutôt d'autorégulation. Actuellement, il y a quand même des démarches qui ont été prises aux États-Unis par l'État, le gouvernement qui voulait commencer à réglementer, ou en tout cas à discuter d'une réglementation. Et cette discussion se fait beaucoup en collaboration avec les entreprises. Donc il y a une volonté d'intégrer les entreprises dans la définition d'un cadre réglementaire et surtout aussi une volonté de laisser les entreprises s'autoréguler. Donc adopter elles-mêmes les règles qui sont correspondantes aux besoins. L'idée des États-Unis, c'est de promouvoir l'innovation en laissant les entreprises s'autoréguler. Donc finalement, l'objectif est le même, les moyens sont différents. Est-ce que les États-Unis ont plus le potentiel de développer dans ces circonstances des produits innovants que l'Europe? L'histoire le dira. Il y a aussi une question bien sûr de financement qui intervient, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, au niveau du cadre réglementaire, les deux approches ont le même objectif. L'une étant la régulation, l'autre étant l'autorégulation par les entreprises. C'est exactement le même objectif de promouvoir l'innovation. Laquelle est la meilleure manière? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas trop. Mais on verra. Mais en tout cas, ces deux approches différentes qui poursuivent le même objectif et qui sont certainement historiques. Ce cadre réglementaire pour l'intelligence artificielle et pour les entreprises européennes, est-ce que c'est un coût est-ce que c'est lourd, ce cadre, ou est-ce qu'elles seront plutôt bien accompagnées Alors, il n'est pas encore en place, donc c'est difficile à dire, mais ce qu'on peut anticiper, c'est que beaucoup de ces réglementations auront un coût important. Et c'est possible que le coût fait que, parce que simplement la réglementation est à ce point exigeante, que certaines entreprises ne pourront pas respecter la réglementation parce que justement c'est trop onéreux. Ce n'est pas exclu. Je suis convaincue que ces questions ont été abordées et prises en compte dans la définition de ces règles, mais effectivement, il y a un risque que le coût soit trop important pour certaines entreprises.
On verra. Hein. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Moi, je suis une juriste, donc j'aime bien avoir des règles, mais on verra ce que ça donne en pratique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau international, il y a une convention qui vient d'être adoptée, et c'est tout nouveau. Elle a été adoptée le 17 mai de cette année. C'est une convention adoptée par le Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme. C'est le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme en matière d'IA. Et cette convention, c'est le premier acte international qui a été adopté. Et eh bien, c'est un acte justement qui vise à promouvoir une intelligence artificielle qui est respectueuse de l'humain, notamment, en mettant en place un certain nombre de règles. Et je pense que cette convention aura un certain succès. En tout cas, elle sera ouverte à signature à partir de cet automne. On verra si la Suisse signe la convention. En tout cas, la Suisse a participé activement à l'élaboration de ce cadre. Et donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est aussi une convention extrêmement intéressante. Et c'est la première qui a été adoptée, donc ça mérite d'être mentionné. Absolument. Ouais. Justement, la Suisse, dans tout ça, est-ce qu'on pourrait imaginer une réglementation un petit peu plus à l'américaine pour encourager l'innovation, ou on va plutôt du côté de l'Europe ? Alors, je dirais qu'actuellement, en Suisse, on est dans une approche où on attend de voir ce qui se passe. On attend de voir ce qui se passe à l'extérieur. Le cadre européen, évidemment, interpelle et intéresse et amène à se poser des questions sur une adaptation du droit suisse au cadre européen. De toute façon, le cadre européen va s'appliquer en Suisse. Ça a un effet extraterritorial qui aura des conséquences en Suisse, dans bien des situations, comme le règlement européen sur la protection des données. Si on prend l'exemple du règlement européen sur la protection des données, l'impact qu'il a eu en Suisse, c'est qu'on a mis à jour la loi fédérale sur la protection des données. Alors, est-ce que ça va nous amener à l'entrée en vigueur de ce règlement européen sur l'intelligence artificielle à adopter une loi fédérale sur l'intelligence artificielle ? Peut-être. Je n'ai pas encore entendu de projet concret dans ce sens-là. Il y a eu plusieurs interpellations au niveau fédéral. Devant les chambres pour adopter des règles spécifiques dans certains domaines de l'intelligence artificielle. Maintenant, je n'ai pas entendu parler d'un projet concret de réglementation de l'IA. Certainement, il y aura des règles dans des domaines spécifiques qui vont être adoptées. En tout cas, la priorité de la Suisse a toujours été, dans ce domaine, de dire on va promouvoir un cadre international. Et maintenant, ce cadre international, on l'a, notamment par cette nouvelle convention du Conseil de l'Europe. Donc voilà, le pas est franchi. On est arrivé à cet objectif. Maintenant, peut-être il faut voir chez nous ce qu'on fait, comment on adapte, qu'à échéant aussi ce cadre international. Ça risque d'être nécessaire. Alors, je sais que vous vous intéressez beaucoup aux questions d'éthique dans l'IA. Pourquoi ça vous préoccupe et qu'est-ce qu'on promeut dans l'éthique ? Oui, alors moi, je ne suis pas une éthicienne, mais c'est vrai que l'éthique de l'IA, c'est un élément extrêmement important. Je pense qu'on peut identifier trois domaines qui sont essentiels pour le développement de l'intelligence artificielle. C'est bien sûr tout l'aspect technologique, d'une part, et puis d'autre part, parce que c'est mon domaine, je dirais, l'aspect juridique. Et le troisième domaine, c'est l'aspect éthique. Et l'aspect éthique, en réalité, est applicable dans les deux autres domaines, aussi bien au niveau technologique que juridique, dans le sens qu'il faut absolument qu'on ait des règles d'intelligence artificielle qui respectent les principes d'éthique. Et je pense que le concept aussi d'éthique est conçu d'une manière un petit peu différente dans les différents domaines. En tout cas, du point de vue juridique, l'éthique de l'IA, c'est une IA qui doit être développée de manière responsable, qui vise à promouvoir le bien commun. Et c'est ça l'objectif qu'il y a, je pense, d'un point de vue juridique, c'est d'adopter des règles qui permettent d'atteindre cet objectif. Et c'est de ce point de vue-là que je considérerais une IA éthique, c'est une éthique qui est développée dans un cadre qui permet de promouvoir le bien commun. Voilà, c'est ça en quelque sorte. C'est ce qu'ils tendent quand même à faire au niveau de... Quand ChatGPT est sorti, il était déjà quand même très cadré pour... Alors le bien commun, c'est peut-être un mot un peu fort par rapport à eux, mais en tout cas, il y a eu de la censure sur des propos haineux ou autres. Enfin, Oui. Est-ce qu'on n'y est pas un petit peu déjà, ou est-ce qu'il faut vraiment être très vigilant sur ce point-là ? Il faut être extrêmement vigilant. L'IA a une tendance au biais. Donc elle a tendance à reproduire les biais des données qu'on lui a mis à l'intérieur, évidemment, et elle a tendance aussi à développer ces biais, à les accentuer.
Donc c'est évident, tout le monde le sait, et les développeurs font attention à cela. Et donc, notamment pour cet instrument de ChatGPT, il y a eu, dès le début, une préoccupation nette des développeurs de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de biais. Mais si on regarde aussi entre la première version qui a été mise en circulation et la version actuelle, on voit que les biais ont été corrigés au fur et à mesure aussi. Il y a des biais qui sont apparus et les corrections se font, elles se font en continu certainement. Il y a ce risque, bien sûr, mais les développeurs en sont conscients et puis on verra ce que ça donne. Mais c'est sûr que de toute façon, c'est un instrument qui est entraîné avec des données. Les données ne sont pas parfaites. Voilà, il se développe petit à petit sur la base de ces données d'une manière relativement incontrôlable et puis on verra où il nous amène. C'est vrai qu'il y a l'IA qu'on utilise, mais aussi l'IA qui est utilisée par Meta, par exemple. Je crois qu'il nettoie 93% des publications haineuses ou qui pourraient poser problème pour faire pour avoir une plateforme où les gens peuvent continuer de l'utiliser sans problème. Absolument, c'est la modération de contenu par les algorithmes et c'est des décisions automatisées que vous mentionniez tout à l'heure. Ces décisions automatisées qui sont prises par les algorithmes et qui justement modèrent le contenu pour éviter qu'on arrive à des médias, des réseaux sociaux qui sont totalement inaccessibles, j'ai envie de dire, ou en tout cas qu'on n'a plus envie de consulter ou auxquels on n'a plus envie de participer. Et ça, c'est essentiellement des modérations de contenu par les biais des algorithmes qui prennent des décisions, en tout cas dans la première couche de décision, et puis ensuite, ça, tôt ou tard, ça arrive devant des êtres humains qui prennent aussi la décision. Alors justement, vous avez un peu étudié ces implications juridiques des décisions automatisées qui se pratiquent du coup sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le milieu de la finance, par exemple. Est-ce que vous avez quelques mots à nous partager là-dessus? Quelques mots, oui. Pourquoi pas. Alors, moi, ces derniers temps, je me suis surtout intéressée aux questions sur la modération de contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai un colloque la semaine prochaine que j'organise sur cette question à l'Université de Neuchâtel sur la résolution des litiges sur les réseaux sociaux. Et c'est précisément les questions de litiges, notamment en lien avec la modération de contenu par l'algorithme, et voir si c'était une modération qui était bien faite ou pas, etc. Maintenant, dans d'autres domaines, on a les décisions automatisées qui nous touchent tous quotidiennement. Dans le domaine bancaire, par exemple, on peut envisager que, par exemple, la demande de prêt bancaire soit traitée par un algorithme qui va examiner le dossier et puis prendre une décision automatique d'octroi ou pas du prêt. Il y a d'autres domaines, par exemple dans le domaine de la santé. Il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par les algorithmes sur la base de l'étude du dossier du patient. Voilà, c'est des questions qui nous touchent tous les jours et puis qui ont des portées assez importantes. Et donc, notamment aussi, par exemple, je pense là en matière d'emploi, on peut aussi utiliser des algorithmes pour recruter. Et les algorithmes trient les dossiers automatiquement. Ça permet de gagner du temps au niveau des ressources humaines. Voilà, mais ça a des conséquences importantes puisqu'on ne sait pas forcément quels sont les critères utilisés par l'algorithme qui va fonctionner sur des systèmes de probabilité. Par exemple, dans le domaine du recrutement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut constater dans certains cas que, par exemple, les algorithmes vont trier en fonction de critères de type est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Et pourquoi est-ce que le tri se fait ainsi? Parce que simplement, pour ce type d'emploi, il y a majoritairement, par exemple, des hommes, et donc l'algorithme va spontanément trier les hommes pour les conserver et écarter les femmes parce qu'il y a peu de femmes dans ce domaine. Donc ça, c'est un biais connu qui peut être facilement rectifié. J'ai entendu parler d'autres algorithmes qui pourraient trier tout à fait de manière inattendue sur la base simplement du lieu de domicile. Parce qu'il se trouve que beaucoup d'employés de la société sont domiciliés à un certain endroit et quand on est hors de cette zone, on est écarté parce que simplement l'algorithme a considéré qu'il n'y avait pas de raison d'engager cette personne parce qu'elle est domiciliée ailleurs. Donc il y a des critères comme ça qui sont quelquefois un peu surprenants, auxquels on n'a pas forcément pensé et qui sont pris en compte par les algorithmes. Et dès que ça sort de manière évidente, on peut corriger le tir, comme on dit. Mais voilà, il faut en être conscient. Justement, est-ce que la technologie pourrait pas finalement corriger le tir mieux qu'un humain? Parce que ces biais que vous mentionnez,
En fait, on les a Oui. instinctivement en tant que recruteur. Voilà, on ne le fait pas exprès, mais on est rempli de clichés et de biais finalement. Mhm. Est-ce qu'on n'arrive pas vers une technologie qui pourrait corriger et dire attention, cette personne pourrait être recrutée malgré le fait qu'elle habite à plus de 50 km du lieu de travail? J'espère, et ça serait bien, parce que justement, je pense qu'on a tous des biais, c'est normal, on est des êtres humains. Mm. Et simplement, en utilisant les algorithmes, ça fait ressortir nos biais, en réalité. C'est cela. Mais on pourrait très bien, probablement, les programmer de manière à supprimer. En tout cas, petit à petit, on supprimera ces biais. Alors, il y en aura peut-être d'autres qui vont apparaître, mais je pense qu'on peut clairement rectifier la situation et essayer d'atteindre une décision qui serait peut-être plus objective que celle qu'on prendra. Après, il y aura d'autres aspects, je ne sais pas si on peut les appeler subjectifs, mais en tout cas, il y aura d'autres aspects qui interviendront, auxquels on ne va peut-être pas s'attendre et auxquels on ne sera peut-être pas tout de suite attentif. Mais oui, en tout cas, c'est notre manière de fonctionner. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, si les machines commencent de plus en plus à finalement prendre des décisions à la place de l'humain, est-ce qu'on arrive à justement cette question de création de personnalité juridique, ou est-ce que ce n'est pas forcément lié? Mais je trouve ce concept ultra intéressant et je me réjouis que vous nous expliquiez ce que c'est. Oui, alors la question de la personnalité juridique, quelque part c'est un grand mot parce qu'on s'imagine que l'être humain, bien sûr, a une personnalité juridique. Les sociétés ont une personnalité juridique depuis le 19e siècle. Maintenant, l'idée, c'est de dire, eh bien, pourquoi pas accorder une personnalité juridique à une intelligence artificielle. Alors là, j'imagine que tout de suite, on s'imagine par anthropomorphisme un robot avec une personnalité juridique, avec des droits, des obligations, qui navigue, si je peux dire, parmi nous et qui a peut-être les mêmes droits que nous et les mêmes obligations que nous, et c'est peut-être un peu effrayant. C'est vrai, il y a toute une science-fiction derrière qui nous amène des idées, il y a des concepts de films où on se dit « oula, qu'est-ce qui va se passer ?» Cela dit, c'est depuis quand même les années 90 que la question se pose. Donc c'est pas si novateur. Hein. Depuis 1990 en tout cas, il y a eu des recherches faites par des juristes sur la question de savoir si on allait octroyer une personnalité juridique à des intelligences artificielles, même si on a toujours ce concept du robot. Et la question revient très fortement, à mon avis, d'actualité. Pour être honnête, elle est très minoritaire. C'est quelque chose que je suis en train d'étudier parce que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à chercher dans ce domaine. Mais peu de juristes me suivent. Peu de juristes pensent que c'est une bonne idée. Je le dis, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'opposition à ce projet ou à ce concept, mais je pense que ça vaut la peine d'étudier ça. Pourquoi? L'idée n'est pas de répliquer sur les algorithmes ou sur des systèmes d'IA ce qu'on a, nous, comme droits et obligations, mais de réfléchir à quel type de droits et obligations on pourrait leur octroyer de manière à ce que ça puisse améliorer la situation juridique. On revient à ces histoires de, par exemple, responsabilité. Tout à l'heure, je vous disais que la réglementation européenne et la réglementation américaine visaient d'une manière ou d'une autre à promouvoir l'innovation. Et pour promouvoir l'innovation, l'un des principaux problèmes, c'est la responsabilité civile. La responsabilité du développeur, la responsabilité du fabricant du produit. Dans quelle mesure est-ce que le développeur et le fabricant ont une responsabilité si le produit ne fonctionne pas? Et en créant une personnalité juridique pour les intelligences artificielles ou pour ces produits, si je peux dire ça ainsi, eh bien, ça permettrait de déplacer la responsabilité du fabricant et du développeur, voire de l'utilisateur, sur l'IA. Alors, vous me direz, maintenant, on en est à se poser la question de savoir si on va rendre une intelligence artificielle responsable de ses actes. C'est effectivement la question. Et ça implique une bonne réflexion, parce que ce n'est pas si évident. Ça impliquerait beaucoup de choses aussi. Ça impliquerait notamment que l'IA puisse avoir un patrimoine. Pour pouvoir, cas échéant, indemniser les personnes sur lesquelles elle aurait causé des dommages. C'est l'idée. Donc, quand on parle d'obligations, de responsabilités, il y a aussi des droits, notamment le droit de détenir des biens. On pourrait imaginer qu'une IA soit propriétaire d'un patrimoine, mais aussi d'une maison, par exemple, pourquoi pas.
et également puisse donc défendre ses droits en justice. On pourrait retrouver une IA devant le juge qui pourrait défendre ses droits. Et voilà, ça pose un certain nombre de questions et c'est vrai qu'expliquer comme ça semble un peu farfelu. Mais il y a peut-être un moyen, par ce biais, de déplacer notamment la question de la responsabilité de manière raisonnée et une manière aussi qui permettrait de donner plus de marge de manœuvre aux développeurs et aux fabricants. Ça me fait penser à la voiture autonome. Oui. C'est le premier, c'est l'image qu'on a en fait Oui, de c'est cette l'image responsabilité Absolument. justement. Ouais. On en est où avec la voiture autonome? Est-ce que c'est pas du tout... Enfin, on réfléchit quand même sur ce sujet-là? Alors oui, la voiture autonome, petit à petit, alors d'un point de vue technique, elle se développe. Hein. Oui, on en On a des vu, taxis ouais. autonomes même maintenant aux États-Unis, dans certaines villes. Mais au niveau réglementaire, en Suisse en tout cas, pas grand-chose. Dans les villes où il y a justement notamment les taxis autonomes qui sont actifs, il y a des réglementations qui sont adoptées pour être sûr que tout fonctionne bien. Le règlement sur l'IA va couvrir notamment le cas des voitures autonomes. C'est bien sûr un des produits qui va rentrer dans le cadre de ce règlement et qui devra respecter la réglementation mise en place. Pour l'instant, en Suisse, si une voiture autonome devait circuler et créer un dommage, eh bien, on serait dans des questions de responsabilité du fait du produit. On considérerait la voiture comme un produit. Et la responsabilité, ensuite, serait très probablement assumée soit par le fabricant, soit par le développeur, voire l'utilisateur. Ça dépend des circonstances. On peut imaginer qu'un utilisateur de la voiture qui n'avait pas les mains sur le volant et qui a ignoré le fait que la voiture lui demande de reprendre le contrôle, ou par exemple qui n'a pas mis à jour le logiciel, ou qui savait que certains capteurs ne fonctionnaient plus et qui les a pas réparés, a une responsabilité, par exemple. Tout comme le fabricant peut avoir une responsabilité s'il y a un défaut qui apparaît dans la voiture, ou le concepteur, le développeur, si le logiciel ne fonctionne pas, s'il y a des bugs ou ce genre de choses. Donc la responsabilité, pour l'instant, elle peut toucher beaucoup de personnes différentes, mais pas la voiture. Pour l'instant, la voiture n'est pas responsable en tant que telle. Et personne n'a trop envie de prendre des responsabilités. Ça peut être des responsabilités assez importantes. Comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les entreprises qui doivent innover, qui ont envie d'utiliser ces produits qui sont de plus en plus accessibles, enfin cette technologie? Est-ce qu'il y a quelques points qu'on pourrait partager aujourd'hui, on pourrait les aider? Pour aider les entreprises, eh bien, je pense qu'il faut former. Il faut former. C'est vrai que moi, je suis professeure, donc c'est la réponse que je vais vous donner. Et je vais vous donner une réponse encore plus complète, c'est qu'il faut former notamment sur les aspects juridiques. Donc la formation, pour moi, elle est extrêmement importante. Une fois qu'on est au courant de la situation, des règles, etc., eh bien, on est prêt à développer correctement les choses. Et je pense que le cadre juridique est extrêmement compliqué. Quoi qu'il en soit, même si maintenant il n'est pas réglementé spécifiquement dans ce domaine, en tout cas il ne couvre pas toutes les questions qui se posent, il y a quand même un cadre juridique, et ce cadre juridique, il est certainement difficile d'accès. Donc la formation est extrêmement importante. Cas échéant, eh bien, il faut être bien entouré au niveau des conseils pour pouvoir développer bien ce cadre, le produit dans un cadre juridique défini. Et c'est compliqué, notamment au niveau de la protection des données. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ça, je dirais, formation avant toute chose. Et voilà. Je sais que vous avez monté un CAS dans l'intelligence artificielle, plus dédié peut-être aux juristes ou aux avocats. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette formation, oui, alors, justement? Volontiers, ça c'est un très beau projet que j'ai. Ça fait 4 mois que je suis en train de le mettre sur pied. L'idée, c'était, on s'est rendu compte tout d'un coup que ChatGPT était là, et les autres LLM étaient là, que ça peut apporter beaucoup aux juristes. Et la profession, notamment d'avocat, est assez inquiète par l'apparition de l'avocat robot ou du juge robot. C'est des grands mythes qui nous planent au-dessus de la tête. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut vraiment utiliser ces instruments. Et notamment dans le domaine juridique, ça peut permettre de décharger le juriste de tâches répétitives et qui ont peu de valeur ajoutée en quelque sorte. Et ça permet surtout de justement
redonner la possibilité aux avocats, aux juges et aux autres professionnels du droit de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Et c'est ça l'importance de ces instruments, je pense. Et donc, partant de ce constat, je me suis dit, il faut un peu enlever cette crainte que tout le monde a face à ces instruments. Parce que les gens, pour l'instant, ont plutôt peur que l'IA prenne leur place. Et je pense que l'IA ne prendra pas la place des juristes. Par contre, elle les amènera à faire autre chose, et mieux, certainement, et de manière beaucoup plus intéressante. Et donc, l'idée de départ, c'était justement de fournir une formation aux juristes à l'intelligence artificielle. Et cette formation, c'est un CAS, donc un certificat de formation continue, en emploi, qui se déroule sur une durée de 6 mois. Il y a quelques cours par semaine et pas toutes les semaines. Et le CAS a 2 axes différents. Le premier axe, c'est l'apprentissage des outils d'intelligence artificielle pour la pratique juridique quotidienne, pour faire de la recherche, pour faire de l'analyse, pour faire de la rédaction avec l'intelligence artificielle, mais aussi pour aller un petit peu au-delà, par exemple gérer une étude d'avocat avec une intelligence artificielle, si c'est possible, on verra. Et donc, ce sont des instruments intéressants. Il y a aussi des instruments de justice prédictive, comme on dit, donc anticiper des décisions d'un juge pour voir si ça vaut la peine d'aller devant le tribunal, quelle est la fourchette de négociation, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup d'instruments extrêmement intéressants qu'il faut, à mon avis, acquérir, ou qu'on peut acquérir avec profit. Et puis l'autre partie du CAS, c'est l'acquisition de connaissances du cadre réglementaire de l'intelligence artificielle dans des domaines particuliers du droit qui sont intéressants, que ce soit notamment les réseaux sociaux, la protection des données ou la surveillance assistée par l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc ça permettra aux avocats, aux juristes d'entreprise, aux juges et à tout autre juriste de se spécialiser en matière d'intelligence artificielle et de voir comment développer sa pratique quotidienne avec l'intelligence artificielle. Ah, c'est magnifique, on a envie de s'inscrire sans être juriste, j'ai envie d'y Vous êtes aller. bienvenue. Vous êtes bienvenue. Enfin, sans être professionnel, pardon, du droit. Est-ce que vous parlez de connaissances, de formation, est-ce que vous auriez des sources à partager, à nous partager? On pourrait aller se renseigner, quelque chose qui est accessible, ou alors un livre qui vous a marqué, enfin nous partager un peu de contenu. Partager un peu de contenu, d'accord. J'ai 2 livres intéressants à vous recommander. L'un qui... En fait, ces 2 livres s'intéressent à la même thématique, mais vue sous un autre angle, qui est la relation entre les États et les grandes entreprises de la technologie, ce qu'on appelle les big tech. Et ces 2 livres, en fait, examinent notamment les relations sociopolitiques entre les États-Unis et l'Europe dans le développement de l'intelligence artificielle et des autres nouvelles technologies, et le rôle des big tech là-dedans. Et donc, un livre est écrit par une auteure américaine, et donc elle a une approche américaine, mais elle connaît très bien l'environnement européen. Et l'autre est écrit par une auteure européenne, qui a donc l'approche dans l'autre sens et un petit peu différente, mais c'est très complémentaire. Alors, je vous recommande peut-être, le premier livre de l'auteure américaine s'appelle Anu Bradford, et qui s'appelle les Digital Empires, donc les empires numériques. Et puis l'autre, c'est un livre de Feli Coelho sur la géopolitique du numérique. Et ces 2 livres, vraiment, sont, à mon avis, complémentaires et permettent de bien voir les forces en présence sur notamment la réglementation des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Ah, magnifique, on mettra les liens dans la description. Ouais, et puis ma dernière question, une personne que vous recommanderiez qui pourrait venir sur la chaîne YouTube d'Alpacity? Oui, je vous recommanderais volontiers Stéphane Fallet. Oui. De AI Suisse, qui a lancé l'association AI Suisse. Et je pense que Stéphane fait vraiment des très belles choses dans le domaine de l'intelligence artificielle et mériterait de venir vous en parler. Bien, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il a été invité et il a accepté. On le reçoit tout bientôt. Très bien. Florence Guillaume, merci infiniment. Merci Delphine, c'était un vrai plaisir. Merci.